Je prends mes déchets, je les mets pas par terre dans les poubelles. Augmentation de catastrophes naturelles aux nouvelles. La planète a changé, t'es inconscient du danger. Lorsque la terre périra, sur quel pied tu vas danser? Ce n'est pas trop demandé, pourquoi tu fais le gros lard? C'est dommage mais l'être humain réagit quand c'est trop tard. Dis-moi qui fera le choix à notre place. De chez toi tu peux voir effondrer la glace. Les rues sont dégueu et débandent les yeux. Tu vois ce que ça t'a apporté d'être lâche. On ne pourra plus nettoyer la tâche, crois-moi bientôt tu verras. T'es sur la terre, tu lui fais la guerre, crois-moi, bientôt tu paieras. Bra. Yeah. Je quitte ma cellule, je traverse les couloirs. Je salue mes amis, je leur dis à plus tard. Je ne quitte pas Bordeaux, du moins pas encore. Je m'évade dans les mots et la musique des noirs. Ma vie est un roman, ma vie est une chanson. Qui en est l'auteur, c'est toute la question. Des questions que je me pose. Des questions que je me pose. Des questions que je me pose. Je te salue, homme de parole, et je te plaide notre cause. Dominique Champagne, bienvenue parmi les souverains! Anonymes! Souverains! Anonymes! Souverains? Anonymes! Bienvenue, Dominique! Bienvenue, Dominique! Bienvenue, Dominique! Bienvenue, Dominique. I'm here to present you with this token of honor, the picture frame. This how we've refrained from letting off an open flame. Same, but they proclaim that we criminals insane. Angel in the name of the potion of deeper pain. Bienvenue, Dominique. Bienvenue, Dominique. Bienvenue, Dominique. Bienvenue, Dominique. Bienvenue, Dominique. Bienvenue, Dominique. Sometimes it seems real, but every road got a bump. Shouldn't always picture perfect, reality be a front. Heard that chump that you messing with turned out to be a punk. Now you standing at the edge and your ass about to jump. Realizing what you lost and how your life became a dump. Should've stuck it out before you found someone else to hump. There's rumors round town since we split, you's a drunk. And I know how niggas love recycling each other's junk. You calling me crying, but the ship already sunk. I moved on to something better, plus her friends think I'm a hunk. She cheers to my game and screams louder when I dunk. Rubs down an injured player, true beauty ain't a cunt. Bonjour Dominique Champagne. Salut. Marc-Olivier Noir, enchanté. Tu arrives à ce qui commence, je commence par ce qui arrive. Nous sommes très heureux de te recevoir à notre émission. Juste avant de faire ta connaissance, j'aimerais d'abord me vider le cœur, si tu le permets. Malgré les alertes climatiques de cet été, malgré les chaleurs, les canicules, malgré les appels à l'urgence des scientifiques, les Québécois viennent d'élire le parti le moins préoccupé par la protection de l'environnement. Ils ont voté pour le cynisme. Le cynisme a changé de couleur, mais c'est toujours le cynisme. C'est pas avec 10 sièges de Québec solidaire qu'on va réparer la couche d'ozone, qu'on va abolir l'utilisation du pétrole pour les voitures. C'est pas avec toutes les bonnes intentions des solidaires que nous allons mettre fin à la destruction des forêts, à l'effondrement de la biodiversité, à l'épuisement des sols, à la pollution des sols, des cours d'eau et des océans. Nous avons un capitaliste à la tête du Québec et c'est pas avec lui qu'on va expérimenter la décroissance. Je te demanderai, pas pour qui t'as voté, Dominique, mais par contre, je te demande qu'est-ce qui se passe au Québec. Ouais, c'est une grosse question. C'est drôle parce que ça fait 1 an que j'ai arrêté de travailler parce que j'étais dans une situation où je me sens un peu comme écartelé entre ma vie d'artiste puis ma vie de militant. J'ai 3 enfants. Moi, j'ai fait le pari d'avoir des enfants. J'ai 3 gars.
Je peux pas m'empêcher de penser que mon grand-père est né dans un monde où on pouvait boire l'eau à même le ruisseau. Et que moi, je vais donner en héritage à mes fils un monde dont on ne sait pas quand est-ce qu'il va s'effondrer. Puis c'est la question qui te préoccupe, toi, ici, aujourd'hui, en prison, puis c'est la question qui me préoccupe aussi le plus. Je pense que il y a une espèce d'éveil là, à cette peur de la catastrophe, ce monde qu'on sent qui est en train de dégénérer, puis en même temps, il y a comme une espèce de rage, d'indignation, qui est provoquée par le fait qu'on se sent extrêmement impuissant. On sent qu'il y a du monde qui s'en met plein les poches, à continuer de s'enrichir, à extraire les ressources, à fabriquer, à nous vendre. On est pogné dans une espèce de gros délire de consommation, de production. À tous les jours, on nous dit aux nouvelles, ça va bien, la croissance est en hausse, ça va mal, la croissance est en baisse. Comme si on pouvait mesurer depuis un certain nombre d'années le bonheur, la qualité de la vie sur Terre à l'aune de la croissance. Puis là, on commence à comprendre que, oups, il y a peut-être une façon une façon de vivre qui marche pas. Moi, j'ai identifié, parce qu'un jour, les gazières sont débarqués en arrière de la terre où je vis, où je passe mes étés depuis 30-35 ans, j'ai eu comme une espèce d'éveil sur l'impact du gaz puis du pétrole dans nos vies. Puis je me rends compte maintenant à quel point on est tous drogués au pétrole. Le pétrole, là, il y a 150 ans, ça n'existait pas. On a découvert les premiers gisements, puis on s'est mis on a tassé le charbon, les trains à vapeur, les usines qui roulaient au charbon, puis le pétrole est venu doper nos façons de faire. Et on est allé plus vite, on est devenu puissant. Le pétrole nous a permis d'avoir un high, là, comme une shoot, on a vraiment eu un gros high sur le pétrole. Puis là, la nature est en train de nous dire, la nature va être en train de prendre sa revanche parce que la combustion du pétrole fait qu'on pèle des tonnes de carbone dans l'atmosphère. Et là, les scientifiques, la raison nous dit, on ne peut plus continuer comme ça. Mais les scientifiques n'ont pas, visiblement, n'ont pas d'autorité aussi forte que ceux qui runnent la business sur la planète, qui à tous les jours font beaucoup d'argent. Et là, on a un des gros problèmes aussi, c'est le fait que les riches deviennent de plus en plus riches. Donc, ils s'accaparent les ressources. Avec la puissance que donne le pétrole, ils s'accaparent les ressources, puis ils vendent la production de ces ressources-là au monde, et ils s'enrichissent. Donc, l'année passée, là, les chiffres ne sont pas parfaits, là, mais il y a quelque chose comme 80% de la richesse qui a été produite sur la Terre a été accaparée par 1% de la population. Et les autres s'appauvrissent. C'est sûr que le pétrole, ça a permis de booster l'agriculture. On s'est mis à mettre de la pétrochimie dans les champs. La machinerie agricole a permis une explosion de la production alimentaire qui a permis de nourrir du monde. Il y a eu des grandes avancées qui fait qu'on est pogné avec le pétrole. On est un peu, c'est bête de le dire ici, c'est drôle de le dire ici, mais on est un peu prisonnier du pétrole. On est pris en otage par le pétrole. Et là, on se dit, j'ai besoin de ma fixe, mais en même temps, je sais que la fixe, c'est le problème. Fait que là, comment on se débarrasse de ça? Est-ce qu'on est capable de se sevrer? On devrait, là, logiquement, si on écoutait la raison scientifique, on devrait se dire, OK, là, on arrête. On arrête de manger de la viande parce que l'impact en pétrole sur la viande qu'on bouffe est trop grand. Fait que là, il y a une série de comportements. On dit, on ne peut plus continuer à rouler dans nos chars. Je m'en viens ici, là, puis tout le monde est tout seul dans son char, sur l'autoroute, à brûler du pétrole. On est super arriéré sur le plan du transport en commun. Puis, on pousse sur nos gouvernements, on pousse sur les politiques pour qu'il y en ait, mais ça avance à pas de tortue. Et là, le secrétaire des Nations unies nous dit, il y a quelques semaines, il nous reste 2 ans. Les scientifiques, la semaine dernière, sortent 6000 études qui ont mené depuis quelques années pour nous dire il y a des moyens de stopper le réchauffement climatique, mais il faut avoir un changement radical de nos vies. Vous autres, vous en vivez des changements radicaux. J'imagine, le jour où tu rentres en prison, tu as un changement radical dans ta vie. C'est pas nécessairement une convocation au party de dire on va faire un changement radical dans nos vies. Mais c'est à ça qu'on est conviés. Fait que c'est comme si on est au courant, on le sait, mais on est des drogués. Donc, on a un comportement aussi de « oui, je veux bien essayer de me sevrer, mais si bol, l'échec me pogne. Si on va perdre beaucoup de choses. On va perdre beaucoup de choses. Donc,
comment on est capable de s'en sortir? Qu'est-ce qu'on fait? La question que tu te poses, moi aussi, je me la pose, puis je la pose à ma communauté. Moi, ma première communauté, mes amis, c'est les artistes. Puis les artistes, s'ils prennent la parole, ben ils peuvent relayer puis faire contrepoids à un pouvoir politique qui n'a pas trop besoin, qui n'aime pas trop ça qu'on le questionne. Le pouvoir politique a mieux agir en coulisses, dans l'ombre, faire leur business comme ils veulent. Moi, je les ai assez étudiés et challengés depuis quelques années pour voir à quel point il y a une perte de démocratie, c'est-à-dire que les libéraux qui sont au pouvoir depuis 15 ans, puis là, ça va continuer parce que ils vont au même club de golf, là. C'est pas un immense changement. Moi, je pense que la CAQ vont juste être un peu plus radicaux, en fait, dans leur façon de procéder en disant on va avoir le moins d'État possible, donc le moins de filet social, le moins d'esprit collectif, puis on va favoriser l'individualisme au nom de ceux qui, soi-disant, créent de la richesse. Alors, ils sont encore arriérés dans leur mentalité de dire ce qu'il faut favoriser, c'est la croissance. Alors qu'on sait que la croissance est une partie du problème. Fait que moi, je sais pas quoi faire. J'en ai pas de baguette magique. Là, tu sais, c'est niaiseux, là, mais là, j'essaie d'arrêter de manger de la viande. Mais tu sais, moi, un bon smoke meat, là, je m'excuse, là, mais j'en mange de la viande. Je suis un carnivore. Mais je comprends, là, en étudiant, puis je me fais dire par les scientifiques, une des affaires qu'il faut changer, c'est notre alimentation. Une des affaires importantes qu'il faut changer, c'est s'éloigner du pétrole. Il y a cette formule magique, là, à mon avis, qu'on devrait tous essayer d'appliquer. Il y a une formule qui dit, plus on va s'éloigner du pétrole, plus on va se rapprocher du bonheur commun. Puis moi, j'essaie de me laisser guider par cette phrase-là. Ça veut dire, OK, le plastique, les pailles de plastique, OK, s'éloigner du char. Là, il y a des chars électriques qui commencent, mais c'est pas nécessairement la solution, les chars électriques, mais c'est déjà un pas pour s'éloigner du pétrole. On vient d'élire un gouvernement, Justin Trudeau, là, la jeunesse prend le pouvoir après 15 ans de gouvernement conservateur, sur la promesse qu'il va arrêter de subventionner l'industrie pétrolière au Canada. On les élus. La démocratie parle, on dit, OK, là, les conservateurs ont fait leur temps, on veut mettre au pouvoir ces gens-là, et après un an et demi, 2 ans de pouvoir, on vient d'investir 5-6 milliards dans un pipeline où on va continuer d'extraire le pétrole des sables bitumineux de l'Alberta, en se disant, ça, c'est la voie du progrès, ça, c'est la voie de notre prospérité, c'est la richesse, c'est la croissance. Alors que la raison scientifique nous dit, la grande majorité, là, le chiffre, c'est 80 %. On devrait laisser dans le sous-sol 80 % des ressources connues en pétrole. Mais nous autres, au Canada, là, en 2040, on dit que le Canada va être la première puissance pétrolière au monde après l'Arabie saoudite. Puis quand tu penses à ça, ce que ça fait miroiter chez les gens, c'est « wow, on va être riche. On va être riche comme les gens de l'Arabie saoudite. » Donc, il y a comme une espèce de faux rêve, d'illusion, de bonheur, de prospérité que le pétrole nous fait miroiter. Puis Trudeau, même s'il y a l'appui du peuple du Canada qui l'élu, est plus faible que le lobby du pétrole. Fait qu'il s'en fait imposer. Alors, à qui on croit? Si on n'est pas capable de croire dans nos gouvernements, puis la CAQ, tu viens d'en parler, la CAQ... François Legault, il ne sait même pas. Ce que je dis là ça ne l'intéresse pas. Il n'est pas... Puis pourtant, c'est un père de famille. Moi, j'ai envie de penser que François Legault, il a un cœur. Puis que si on va y parler, puis qu'on lui dit « Hey, t'as des gars », puis qu'on y explique là, ce que la raison nous raconte, bien, je pense que c'est un gars qu'on peut toucher avec des émotions puis dire, là, sois raisonnable. Fait que faut pas aller de ce côté-là des choses, il faut aller de ce côté-là des choses. Nous autres, au Québec, là, un peu par hasard, on a nationalisé l'électricité dans les années 60. On a inondé des terres, on a fait quelques massacres. C'est pas parfait, mais aujourd'hui, là, on est dans une période où on a des surplus d'électricité. On ne sait pas quoi faire de notre électricité, qui est une énergie propre. Il faudrait croire en nous-mêmes. Puis je pense qu'au Québec, on peut se dire, comme on a fait avec la nationalisation de l'électricité, là, on va prendre notre énergie propre, puis on va sortir toutes les balleries de pétrole sale qu'on importe à grande perte. Là, on a des déficits de milliards par année avec le pétrole, puis on va remplacer ça par de l'énergie propre qu'on fabrique ici. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lobby du pétrole dit non. Hey, nous autres, on ne veut pas en vendre moins de pétrole, on veut en vendre plus. Parce que le pétrole, c'est la voie de notre prospérité. Fait qu'il y a un combat à mener. Puis moi, je me suis beaucoup indigné. À un moment donné, t'es tanné d'être le chialeux de service. Tu vois mon énergie, là, moi, c'est pas long. Tu me pèses sur le piton, puis ça part.
je peux pas rester là-dedans tout le temps parce qu'à un moment donné, moi, j'ai des camarades de lutte qui ont fait des burn-out. Je dis, c'est une autre forme de prison. Tu sais, je veux pas me comparer, là, mais je veux dire, à un moment donné, tu deviens comme obsédé par l'importance du combat parce qu'il n'y a pas de doute. Tu sais, à mon avis, c'est la question sur laquelle on devrait tous se solidariser puis foncer. On sort du pétrole. On lutte contre le réchauffement climatique. Sinon, il n'y a plus rien. Sinon, il n'y a plus de planète dans laquelle on vit. Il n'y a plus... La qualité de l'eau va foutre le camp, la qualité de l'air va foutre le camp, la qualité de la terre qui nous nourrit va foutre le camp. Avant, on se disait, ça s'en vient. Là, on agitait l'épouvantail, puis on disait... c'est tellement loin, là. Ça va être dans 100 ans. Puis, fait que, qu'est-ce que je peux faire, moi, réchauffement climatique? On peut le comprendre, mais on pose pas de geste. Là, cet été, il y a 100 morts à cause de la canicule. OK. Là, il y a une réalité. Il y a des gens là, qui viennent de perdre. Au Québec, il y a eu 100 personnes qui sont mortes parce qu'il faisait plus chaud que d'habitude. C'est un été record, mais l'été passé, l'été d'avant, c'était aussi un été record. Fait que là, on est dans une ère où la planète a commencé à se réchauffer, puis ça va rocker. On le sait. Ça commence à rocker. Donc, on est au début là, de la tragédie. C'est pas dans 100 ans, il va y avoir une tragédie. Là, il y a du monde qui dit, il y a une nouvelle science qui s'appelle la collapsologie, la science de l'effondrement. Il y en a qui disent, là, ça va s'effondrer. Il y a des fortes probabilités que ça s'effondre. Puis la première chose qui va s'effondrer, c'est le système financier. Le système financier, là, c'est ce qui fait rouler toute notre civilisation. S'il n'y a plus de système financier, là, le camion qui livre l'épicerie au métro dans tel village, là, il ne vient plus livrer. Puis là, le monde au village, quand ils n'ont plus de quoi à bouffer, là, ça va rocker. Ouais. Fait que c'est sûr qu'il y a des tensions qui s'en viennent, qui vont être de plus en plus grandes. Il commence à y avoir ce qu'on appelle des réfugiés climatiques. Il y a du monde là, qui ne peuvent pas vivre. Moi, je suis allé passer quelques jours dans la jungle de Calais, dans le nord de la France, là, où tous les migrants qui arrivent du fond de l'Afrique, qui ont marché pendant des semaines, des mois pour se sortir de régions où la famine, la sécheresse fait en sorte qu'ils ne peuvent plus vivre là. Puis là, ben, c'est quoi? C'est des guerres civiles parce que les gens veulent aussi s'approprier l'eau, les terres agricoles qui restent. Fait qu'il y a des guerres, puis il y a du monde qui sac le camp. Moi, j'ai rencontré un mécanicien, il a dit, moi, je ne pouvais plus sortir de chez nous. Parce que sortir de chez nous, là, ça tirait dans les rues. Fait qu'un soir, j'ai foutu le camp. Puis j'ai marché pendant des semaines. Je me suis rendu du Yémen jusqu'au nord de l'Afrique, jusqu'en Libye. J'ai traversé en Italie. J'avais pas une scène dans mes poches. Puis là, je m'en allais où? Je m'en allais en Angleterre. Je savais qu'il y a un traversier au nord du continent européen qui peut m'amener en Angleterre où là, je vais avoir de la job. Alors, il y a une espèce de détresse humaine qui commence, là, qui est là. Et nous autres, on est gras durs. Si nous autres, on n'est pas capable de le faire au Québec, privilégiés comme on est, avec les ressources énergétiques qu'on a, mais qui va pouvoir le faire? On ne peut pas demander aux Africains, présentement, de faire leur effort. C'est à nous autres de faire cet effort-là. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? T'sais, la question, c'est qu'est-ce qui se passe au Québec? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, je pense que le grand discours voudrait... Chacun va poser nos petits gestes. Fait qu'on arrête d'utiliser des pailles en plastique. Mais... T'sais, à côté de ça, là, la saloperie que l'industrie et que le transport. Là, le transport, je pense que tout le monde est conscient. Moi, j'hallucine de voir à quel point il y a du monde qui s'en vont se mettre dans le trafic 1 heure pour aller travailler le matin, 1 heure pour sortir du travail, tout seul dans leur char. Ça, c'est un comportement qu'on ne peut plus avoir. Mais on est tellement bien dans un char. Tu sais, le char, là, c'est comme le trône, c'est comme le royaume, c'est la liberté de bouger. J'embarque dans mon char, je m'en vais où je veux, je m'en vais à la vitesse que je veux. Le char a tellement occupé d'espace dans notre imaginaire, c'est tellement le bout du bout que se sortir du char pour aller prendre l'autobus, aller prendre le métro, il y a comme une espèce de feeling de déprime. Non, hey, moi, tu m'enlèveras pas mon char. C'est quoi? Yvon Deschamps disait dans les années 60, c'est quoi le rêve d'un Canadien français? Avoir un char. Mais on est encore là-dedans. Là, moi, je me suis acheté un char électrique. Tu sais, à un moment donné, je n'en pouvais plus. Là, de mettre du gaz, là, j'étais rendu, je vais mettre le feu dans la station de service. Tu sais, j'étais comme rendu un peu obsédé parce que je me bats contre les pétrolières et les gazières. Mais je suis content, tu sais, j'ai un char électrique, qui a de la puissance, mais j'ai les moyens, je suis un privilégié. Moi, j'ai gagné le jackpot au casino à Las Vegas. Fait que je peux pas prêcher, dire au monde, OK, achetez-vous tout un char électrique. Je pense que c'est une partie de la solution, mais c'est pas la solution. La solution, c'est des fois de moins bouger. Moi, j'ai beaucoup voyagé à travers le monde. J'ai fait le tour de la planète, je prenais l'avion, j'étais un jet-setter. J'en ai brûlé du pétrole dans des avions. Là, j'essaye d'arrêter de voyager autant.
alors que j'ai eu beaucoup de fun à voyager, puis j'ai encore plein de places où je voudrais aller, que je rêve d'aller. Mais je me dis, fuck, l'impact de mon 3 semaines ou mon 3 mois de tourisme à Bali ou en Argentine ou en Patagonie ou aller marcher dans le désert. Je rêvais d'aller marcher dans le désert, mais l'impact en carbone de ce voyage, le tourisme de masse. Tu sais, on nous vend là, le char, puis tes 2 semaines de vacances dans le tout compris quelque part, là, donc prendre l'avion. Là, c'est une orgie de pétrole qu'on envoie. On ne peut plus continuer comme ça. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? Le ministre de l'Environnement, OK, un pur et dur, Nicolas Hulot, décide, il est appelé par le président français, il fait « OK, je vais aller faire mon bout. » Il a le pouvoir d'écrire les lois. Là, il est au cœur du pouvoir et au bout d'1 an et demi, 2 ans, il démissionne. Il fait « Écoutez, faut que j'arrête de me mentir à moi-même. J'essaye de changer des choses, mais le lobby autour est tellement puissant qu'au fond, on nourrit l'illusion qu'on est en train de faire des choses, mais on ne fait pas assez à la hauteur de l'exigence qui nous est posée. » Il y a du monde qui dit, il y a des philosophes qui disent que c'est encore trop une abstraction, le réchauffement climatique. Tu sais, toi, t'en parles, tu arrives à en parler, tu dis, OK, tu arrives à le dénoncer très clairement, tu as les idées très claires par rapport à ça, mais on est aussi un peu pogné dans les mots. Après ça, il faut passer à l'action, il faut passer de la parole aux actes. Et c'est ça qui est difficile. Moi, là, si je n'avais pas fait de grandes choses, je ne serais probablement pas ici aujourd'hui. Je ne serais pas quelqu'un d'intéressant. Moi, je suis intéressant parce que j'ai fait des choses, parce que j'ai produit des choses. J'ai produit des shows, j'ai dépensé des millions, j'étais allé à travers le monde, j'ai fréquenté les Beatles, puis j'ai fait Cabaret Neige Noire. Donc, ma production, le fait d'avoir fait des choses, me rend important. Et ce que la civilisation nous dit, ce que la modernité nous dit aujourd'hui, c'est qu'il faut en faire moins. Il faut arrêter de produire autant et de consommer autant. Donc, comment moi, comme être humain, je peux me sentir aussi quelqu'un, aussi heureux à en faire moins? Vous êtes tous confrontés à ça. Moi, j'imagine. Moi, je ne suis pas capable d'attendre dans la vie. Je ne suis pas un gars patient. Fait que être là, à faire du temps, à attendre que le temps passe pour que je puisse retrouver ma liberté, pour moi, là, le défi personnel que vous vivez, c'est le grand défi de notre époque. Si on est capable de se dire, puis j'imagine que c'est un challenge personnel pour vous autres de dire, OK, moi, là, il faut que je continue à garder l'estime de moi, que je continue de préserver mon bonheur personnel, être heureux dans la vie. Ce qu'on cherche dans la vie, là, c'est être bien. Ce qu'on cherche, c'est d'être heureux. Tant mieux si on a de l'argent. À la base, là, on veut manger, on veut boire, on aimerait ça faire l'amour de temps en temps, puis être bien dans notre peau. Pendant des années, on s'est dit, faire quelque chose. Souvent, quand on demande à quelqu'un, on ne dit pas comment ça va, on dit qu'est-ce que tu fais? Puis quand tu réponds, je fais du temps, je fais pas grand-chose, j'écris des poèmes, je lis de la philosophie, oh boy. Tu dis, je fais un show avec les Beatles, wow! Donc, se libérer de l'obligation de faire pour trouver notre bonheur personnel, je pense que c'est le plus grand défi. La clique de Trump, là, la gang de capitalistes que tu dénonces, c'est les gens les plus puissants au monde. Pourquoi? Parce qu'ils font des choses et ils font faire des choses à leur profit. Et casser ça, là, l'histoire du capitalisme, là, c'est un grand succès. Le capitalisme, c'est une histoire à laquelle on croit, qu'on a tout acheté, auquel on a bien participé. Le capitalisme il est basé sur le fait qu'on va prendre des ressources, on va les transformer, puis on va les vendre. En prenant les ressources, là, les transformant, ça fait travailler du monde, puis en les achetant, en les consommant, ça nous donne une certaine qualité de vie. Mais là, à un moment donné, là, on est allé trop loin de ce côté-là des choses. À un moment donné, tu n'as pas besoin de manger 12 T-bones dans ta journée. Alors, qu'est-ce qu'ils font avec leurs centaines de millions, ce monde-là? Il y a comme quelque chose d'immoral présentement à se donner l'illusion. Puis ça, c'est le credo de François Legault et d'autres, c'est que les créateurs de richesse, il ne faut pas qu'ils payent d'impôts parce qu'ils créent de la richesse, ils créent de l'emploi, ils créent de la croissance, puis la croissance, c'est le credo, c'est Dieu. Aujourd'hui, le Dieu, là, c'est la croissance. Puis là, il faut tuer ce Dieu-là. Il faut dire, il y a une façon d'être au monde où on est capable de se sentir bien à être là.
Moi, j'essaie de me calmer. Moi, dans la vie, il faut que je me calme. Parce que sinon, je pense pas que je vais péter aux frettes parce que j'ai une énergie folle, là, mais je me dis, mon Dieu, calme-toi, là, arrête, prends pas le sort du monde sur tes épaules, arrête de capoter. Moi, je suis en train de m'empêcher d'arrêter de faire ce que j'aime le plus faire dans la vie, c'est faire des shows. Parce que je me dis, il faut que tout ça, ça arrête. Lundi prochain, là, je m'en vais parler à 300 personnes dans un théâtre. Je m'en vais leur poser... C'est drôle parce que je vais leur poser exactement la question que toi, tu me poses. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Un jour, les gazières sont débarqués dans le champ en arrière de chez nous, puis il y a une gang de citoyens qui n'étaient pas des militants. Mécontents, qu'on dit « Hey, c'est quoi cette affaire-là? Là, ça se peut que notre eau soit polluée. Est-ce qu'on a bien compris, là? Il y a un risque à ce que, quand vous forez, ça atteigne les nappes phréatiques puis que l'eau qu'on boit, là, ça soit contaminé? Non. C'est notre terre. Nous autres, on vit ici, là. Fait que vous autres, vous pouvez bien débarquer en disant on va créer de l'emploi, puis on va créer de la richesse, puis on va créer de la croissance, mais nous autres, on boit l'eau qui est là, puis on respire l'air qui est là, puis on vous dit non. Et qui est maître du territoire? Puis à un moment donné, des citoyens, la démocratie s'est réveillée, puis on a arrêté l'industrie gazière. Fait que moi, je pense que une des parties de la réponse à ta question, c'est il faut se rallier, il faut se regrouper, puis il faut, ensemble, imposer le respect que, visiblement, nos gouvernements n'arrivent pas à imposer. Avant de te raconter nos histoires et nos rêves pour l'avenir du monde, on va faire mieux ta connaissance. Ben avant de rencontrer la gloire comme metteur en scène, t'as fait des numéros de classe, t'as été un pelleteux de merde d'éléphant, et bien plus tard, après Cabaret Neige Noire, ton grand succès des débuts des années 90, le Cirque du Soleil a fait appel à toi pour 3 mises en scène, Varekai, Zumanity et Love, qui est en partie hommage aux Beatles. Tu as été honoré par tout le monde pour tes talents, et pour ton génie créatif. T'aurais pu te contenter de mener une belle vie d'artiste rangée, mais t'as préféré être un artiste engagé. T'as fait de la protection des cours d'eau du Saint-Laurent un grand combat. Donc dis-moi, Dominique, pourquoi tu cours après le trouble au lieu de rester à l'ombre? Ouais, j'imagine que j'aime ça, chercher le trouble. Moi, je pense qu'en général, on a une tendance naturelle à ne pas être content de l'état du monde, que c'est pas toujours une belle vie, puis qu'on a besoin de notre espace de révolte, notre espace de délinquance. Je pense que les artistes, en général, c'est du monde qui se disent « Il me semble qu'on devrait refaire le monde d'une autre manière. » Le geste de la création, comme beaucoup de délinquance, c'est de faire autre chose que ce que la vie semble vouloir nous offrir. Moi, j'ai trouvé la place pour me défoncer sur la scène. La scène, c'est un espace vide, c'est un espace libre où on peut s'imaginer n'importe quoi puis essayer de le faire. Donc, c'est un espace pour réinventer le monde, pour refaire le monde. Là, on vit dans un monde qui est menacé. Je le disais tantôt, je me raccroche souvent à cette idée-là que mon grand-père est né dans un monde où on pouvait boire l'eau à même le ruisseau. Et moi, j'ai 3 fils, puis je sais que je vais leur laisser en héritage un monde où c'est plus possible de boire l'eau à même le ruisseau. Et ça me révolte. Je suis pas content de cette situation-là. Je suis pas fier de moi. Je suis pas fier de ce que j'ai pu recevoir en héritage puis de la manière dont je le donne. Je me sens responsable. Je suis pas le premier responsable de ça, mais je pense qu'on l'est tous, puis qu'on a tous un peu notre job à faire. J'ai jamais aimé les patrons. J'ai toujours eu un peu de difficulté avec les boss, avec les profs à l'école. Les figures d'autorité, j'ai toujours... je pense que c'était les premiers avec qui... Il y avait le bédo... moi, je restais à côté d'une église quand j'étais jeune, puis le bédo ramassait les feuilles, puis je me souviens que j'avais 4-5 ans, puis ce qu'on aimait faire, c'est aller virer le sac de feuilles à l'envers sur le terrain de l'église pour faire choquer le bédo.
qui devait être une sorte de figure d'autorité. Donc, chercher le trouble, faire du trouble. Là, à ce temps, je vois des 4x4 rouler à rien faire sur le bord du trottoir, en sachant qu'on vit dans un monde où il faut arrêter de pelleter du carbone dans l'atmosphère, puis c'est plus des sacs de feuilles que j'ai envie de virer à l'envers. J'ai des fantasmes de virer des 4x4 ou d'autres choses à l'envers. Tu sais, donc, puis je pense qu'il y a des colères qu'il faut qu'ils se manifestent. Il y a des colères qu'il faut qu'ils se disent autrement que de façon trop élevée, trop violente. Là, l'impact que le pétrole a sur la nature va faire en sorte que la nature va répondre. Puis la réponse, tu peux rien contre un ouragan. Quand tu as un ouragan, là, prends ton trou puis attends que ça passe parce que ça va tout arracher. Qu'est-ce que tu peux contre un tsunami? Si le niveau du fleuve ou le niveau des océans se met à monter, bien, tout à coup, là, les villes disparaissent. Amsterdam, ça n'existe plus. La ville, Manhattan, tu vas pouvoir rentrer au 12e étage, mais il y a... Donc, à un moment donné, la nature nous a beaucoup donné, mais la nature nous a beaucoup fait peur. On a eu une tendance depuis 200 ans à essayer d'avoir une espèce de contrôle sur la nature. On a une prétention, les êtres humains, à dire on peut contrôler, mais la nature est plus forte que nous. Et là, on va avoir une ride. On commence à avoir une ride parce que... Donc, je pense qu'il faut... Il faut défier notre monde. Il faut se défier nous-mêmes, mais il faut se défier notre monde. Puis je trouve que... Moi, là, si mon show est pas bon, le monde ne vienne pas, puis... il n'y a rien qui se passe. Là, je trouve que le show que les politiciens qui nous gouvernent nous donnent, ce show-là n'est pas bon. Le show n'est pas à la hauteur des exigences et des aspirations qu'on a. Et il faut être capable d'imposer le respect à ceux qui menacent des choses élémentaires. Là. L'eau qu'on boit est menacée. L'air qu'on respire est menacé. La terre dont on se nourrit est menacée. Puis on n'a pas de gouvernement suffisamment fort pour pouvoir en imposer à l'industrie. Non, chez nous, là, vous ne viendrez pas pisser dans notre lac. Vous ne viendrez pas saloper notre fleuve ou notre nappe phréatique parce que nous, on tire l'eau qu'on boit de cette source-là. Mais ils prennent une cote. Ils prennent une cote. C'est la raison du pourquoi ils veulent rien faire. Absolument. Fait que là, moi, je dis, ben, il faut se réunir, puis il faut souverainement. Les souverains anonymes, là, on va se rallier, on va se rassembler et on va dire, nous sommes le peuple souverain. Yeah! Ouais! Hein? Et on est légitimé de le faire. C'est pas au nom du profit, c'est pas au nom de la croissance économique, c'est pas au nom du nombre d'emplois qu'ils vont créer ou du nombre de zéros qu'ils ont dans leur compte de banque qui peuvent se permettre de saloper l'eau que je bois. Et ça, moi, je me sens complètement légitime et souverain d'imposer ça. C'est sûr que quand on est tout seul, on n'est pas très puissant en face du bulldozer, mais je pense que il y a eu un jour un militant chinois qui s'est interposé devant un tank. Et ça a fait le tour du monde. Des fois, il y a des gens qui se sont levés debout. Martin Luther King, pour libérer son peuple, le peuple noir américain, un jour s'est tenu debout. Moi, je suis né l'année où Martin Luther King a dit « I have a dream ». Et j'avais 5 ans quand Martin Luther King s'est fait assassiner. Fait que je sais que les rêves sont grands, les rêves sont porteurs de libération, d'émancipation, mais je sais aussi que les rêves sont assassinés. Et ça me révolte. Souvent, je me dis... Tous les êtres humains, les hommes, les femmes, tout le monde, on est tous passés par un moment où on vivait en harmonie avec notre environnement. Il y a eu 9 mois dans notre existence là, où ça allait vraiment bien. OK? La chaleur est là, la nourriture est là. Il semble que l'amour, la fraternité, là, la proximité avec l'humanité, ça va bien. Puis un jour, il y a un grand cri, il y a beaucoup de souffrance, puis on est chassé. On est expulsé du paradis dans lequel on vivait, là. Puis ça, c'est le début de notre aventure. Fait que les êtres humains, on connaît l'harmonie, on connaît le moment de la symbiose parfaite avec le restant du monde, mais notre vie n'est pas possible sans qu'il y ait ce moment de rupture. Fait qu'on est les deux. Et toute notre vie, on recherche
dans mon esprit, on recherche à retrouver cet état de plénitude, cet état d'harmonie. Moi, j'ai besoin, par exemple, que... J'imagine que ça devait être bien intense dans le ventre de ma mère, parce que moi, j'ai besoin que ça soit hot tout le temps. J'ai besoin d'intensité. J'ai besoin que... Donc, je recherche à recréer cette harmonie-là. Là, cet état d'harmonie-là, il est menacé de toutes parts. Et je pense qu'il faut se révolter. Il y a un grand philosophe contemporain, Normand Baillargeon, qui disait... Aujourd'hui, là, on a plus que jamais des raisons de s'indigner, des raisons de se révolter, et on n'est pas suffisamment indigné et on n'est pas suffisamment révolté. Moi, je ne peux pas avoir la switch à révolte à 10, volume à 10 tout le temps, mais parce que je suis un privilégié, parce que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, je ressens à un moment donné le besoin de pas juste faire mon show pour être applaudi, mais aussi de faire en sorte que je puisse redonner à la communauté qui m'a tellement donné. Puis il me semble que les combats pour préserver l'eau qu'on boit, l'air qu'on respire, puis la terre dont on se nourrit, c'est le combat qu'on doit mener en très haute priorité. Salut Yannick. Enchanté de faire ta connaissance. Salut, moi aussi. D'abord, avant de commencer, je te rassure tout de suite, on va pas couper rien au montage pour passer une pub de pétrole. On va y aller intégralement. Ouais. Moi, mon nom c'est Yannick, j'ai 39 ans. J'ai vu dernièrement ton documentaire Anticosti, une île qui est 16 fois plus grande que mon Montréal natal. C'est peut-être que c'est rempli de... C'est une réserve, dans le fond, une richesse naturelle irremplaçable qu'il faut absolument protéger, là, je pense, contre le plus grand des prédateurs qui est l'homme, en fait. Ouais. On sait déjà, on est envahi par le pétrole, l'effet de serre, tout ça. Et puis, nos gouvernements, sous prétexte d'une croissance économique, investissent 100 millions de dollars pour de l'exploration sur ces endroits-là qui, heureusement, les écologistes, l'opinion publique, toi aussi, ont réussi à stopper ça. Maintenant, ma question, moi qui est une personne qui recycle, qui réutilise, qui n'a pas de véhicule à essence, qui utilise aussi l'électrique, souvent j'ai l'impression que ce que je fais est peut-être pas utile ou va pas avoir un impact nécessairement, surtout quand on voit les multinationales, nos voisins les Américains, tout ça, qui polluent à outrance. Je voulais savoir, toi, avec ton niveau d'implication, suite à ton documentaire, est-ce que tu vois l'impact de ton implication, de ton engagement? C'est une super bonne question. Il y a eu au mois d'août dernier Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique français, qui a démissionné d'une démission fracassante. Après des années où le gars il est militant, le gouvernement Macron lui offre un poste, puis il va. Il dit « OK, je vais exercer le pouvoir. Je vais changer de bord de rue, là, puis au lieu de chialer, de critiquer contre le pouvoir, je vais aller exercer le pouvoir. » Puis après 1 an et demi, 2 ans, un matin, il décide de façon fracassante, inattendue, de démissionner. Il est très émotif. Il est en train de donner une entrevue à la télévision. Il n'y a personne qui le sait. Et il annonce qu'il démissionne de son poste. Donc, c'est un gars qui a eu l'opportunité de changer des lois, d'exercer le pouvoir. Il est à un des postes clés pour changer des choses. Il n'est plus juste en train, comme citoyen ou comme militant, d'essayer de faire sa part ou de pousser sur des idées, mais il peut changer des choses. Et il démissionne. Et il y a 2 choses ce matin-là qui dénoncent. D'une part, il dit « Moi, je ne peux plus continuer de me mentir à moi-même. Je ne peux pas nous faire à croire au peuple français qu'on est en train de livrer la job puis de faire les choses comme elles se doivent parce que c'est pas vrai. » Et il dénonce 2 choses. Il dit « Le lobby économique, industriel, qui influence les décisions du gouvernement est omnipuissant. » Puis on sait que le plus puissant des lobbies sur la Terre, au Canada, on en sait quelque chose, c'est le lobby du pétrole. Donc, on a eu l'exemple très frappant là, de Trudeau qui se fait élire sur la base qui va cesser les subventions à l'industrie pétrolière puis qui investit 5, 6, 7, 8 milliards, pas des peanuts, là, de dollars dans un pipeline. Donc, pour continuer de s'enfoncer dans le pétrole. Donc, Hulot, il dénonce l'omnipuissance des lobbies. Il appelle ça la civilisation marchande. Ceux qui runnent la grosse business sur laquelle on ne sent pas nécessairement qu'on a une prise.
Puis il dénonce aussi le fait que les citoyens font pas leur travail. Il dit, qui était là dans la rue pour m'appuyer, moi, quand j'étais ministre, puis qu'on disait, OK, on arrête ça, les pesticides. On arrête de faire de la coupe à blanc dans nos forêts. On diminue l'usage du pétrole ou du gaz ou des énergies fossiles. Qui était là? C'est pas innocent, son geste. On dit que une des principales sources de pollution des océans, c'est les botches de cigarettes. Ah ouais. Bon, alors, les botches de cigarettes, c'est un geste individuel. C'est sûr que c'est les compagnies qui nous les vendent, mais il reste que si tout le monde botchait pas ou s'occupait de recycler son botch, ça a l'air anodin, mais tout à coup, c'est des milliards et des milliards de botches qui se retrouvent dans les océans, qui contaminent les océans et qui contaminent la chaîne alimentaire. Fait que moi, je pense qu'il y a... Il y a deux choses à faire. Nous, individuellement, il ne faut pas se déresponsabiliser, il ne faut pas se déprimer, même si, oui, c'est déprimant de dire, moi, je fais mon recyclage, puis à côté de chez nous, j'ai une usine qui envoie du cyanure dans le fleuve. Alors, c'est sûr qu'il y en a plein d'exemples criants où on se dit, bien, je me sens tellement que mon geste est insignifiant, je me sens finalement impuissant devant la tâche colossale de boulot qu'on a à battre. Mais ce n'est pas une raison pour se déresponsabiliser. Je pense que on sait que le transport, notamment, c'est une des grandes sources de pollution. Je ne comprends pas qu'on soit encore à ce point de voyager tout seul dans nos chars. Ouais. Fait que là, il y a des efforts à faire de dire, OK, ça va peut-être être un peu plus compliqué, un peu plus long, mais là, on est en train de payer le prix, qu'on est en train de virer à l'envers les conditions de la vie sur la Terre. C'est pas rien. Mais ça a l'air encore trop d'une abstraction pour qu'on soit vraiment préoccupé. Fait que on comprend, on fait chacun notre petit geste. Tu sais, il y a quelqu'un qui disait... Je travaille pour Monsanto, mais j'y vais à vélo. Fait que je fais ma job, moi. Là. Le bulldozer, il avance fort, mais je fais ma part, j'y vais en vélo. Tu fais, OK, mais regarde, tu peux aller à vélo longtemps avant d'avoir bloqué Monsanto. À un moment donné, ça prend aussi des lois pour dire, là, les produits de Monsanto, ils ne rentrent plus. On les met plus dans la terre. Parce qu'il y a trop de cochonneries liées à ça qui appauvrit les sols et qui, ultimement, là, on est rendu qu'on en bouffe du pétrole. Ouais. On ne fait pas juste en mettre dans notre char. Toute la pétrochimie qui engraisse les champs, le lait qu'on boit, les aliments dont on se nourrit sont full de pesticides qui sont liés au pétrole. Fait que s'éloigner du pétrole, c'est pas juste s'éloigner du pétrole qu'on met dans notre char. Et là, le problème auquel on fait face, c'est que les omnipuissants, ceux qui sont extrêmement riches et qui continuent de s'enrichir, ceux qui donc appuient tout leur mode de vie sur la croissance, sont partout. Ils contrôlent tout. Trump aux États-Unis, on a vu Doug Ford en Ontario, puis là, la démocratie, on peut dire quelle démocratie, mais notre démocratie au Québec vient de s'exprimer, puis on élit un gouvernement qui est le dernier de classe dans la conscience environnementale, qui n'a aucun projet, en fait, réellement, là, d'avancement de notre société à cet égard-là. Moi, je pense qu'il faut... Moi, j'aime ça faire de la vitesse. J'aime rouler sur l'autoroute, puis je m'en vais flirter avec la limite de vitesse, puis il y en a une pancarte, là. À tous les kilomètres, à tous les 2 kilomètres, il y a une pancarte. S'il n'y avait pas de pancarte, là, je peux pas garantir mon comportement sur l'autoroute. Ouais, okay. Ça prend des lois. Ça prend, à un moment donné, si tu fais, OK, 4 points de démérite, 8 points de démérite, 30 points de démérite, tu l'as plus ton permis, c'est sûr que tu vas te civiliser un peu. Il y a des conséquences. Donc, ça prend des lois. Moi, j'ai une tendance anarchiste, puis j'ai une tendance à me révolter contre l'autorité, mais ça prend un minimum de lois. Moi, j'aimais pas les limites, j'aimais pas qu'on me dise une limite, jusqu'à temps que je devienne père de famille, puis à un moment donné, tu dis à ton petit gars, ben non, si tu mets ta main sur le poêle quand il est rouge, tu vas te brûler. Moi, j'étais un délinquant naturel, je sais, j'ai toujours besoin de ma délinquance, j'ai toujours besoin de dévier, d'aller taquiner la loi, l'autorité. Fait que je peux imaginer que je suis en terrain bien connu pour être bien compris là-dessus. Mais ça prend ça, ça prend des règles, si on veut, un temps soit peu se comporter comme du monde. Puis là, les règles, on n'est pas en train de s'y donner, on est en train de les enlever. Legault, son credo, c'est le moins de gouvernement possible, le moins de lois possible pour empêcher les libres entrepreneurs de faire ce qu'ils veulent, soi-disant parce que ça va créer des emplois, ça va créer de la richesse, ça va créer de la croissance. Et ça va amener le bonheur commun, la prospérité. Ça, c'est la grande illusion. Je pense que quand Jacques Cartier est arrivé ici, quand Samuel de Champlain est arrivé ici, Samuel de Champlain, c'est un cartographe, les limites du monde dans lequel on vivait n'étaient pas encore établies. Ouais, ouais. Il n'y a pas très longtemps, ça fait 4 siècles, on ne savait pas les limites du monde dans lequel on vivait. Là, aujourd'hui, on sait que les ressources sont limitées et qu'on ne peut pas continuellement baser notre façon de faire sur le fait qu'on puisse consommer, extraire et produire de façon illimitée. Ce système-là, il a super bien fonctionné pendant des siècles.
Là, nous, on est les contemporains de l'échec de ce système-là. Alain Deneau, qui est venu ici, disait « Il faut se radicaliser ». Radicaliser, ça veut dire aller à la source, aller à la racine du mal et le sortir. Et je pense qu'il y a le pétrole dont il faut se sortir. Les émissions de carbone, c'est la principale cause. Mais il y a aussi, plus largement, je dirais, l'idée de la décroissance qui doit faire son chemin. C'est pas facile de décroître. On aime beaucoup mieux engranger puis profiter que de vivre une vie plus sobre. Moi, j'ai 3 gars, puis je peux dire que s'il y a une chose que j'admire chez mes gars, où je sens un réel progrès, c'est que mes gars sont plus sobres que moi, je le suis. Ouais. Il y a une simplicité qui applique, et je suis plein d'admiration pour mes gars. Il y a une forme d'héroïsme que je reconnais dans leur capacité à dire, ben j'ai pas besoin de ça. Je peux garder mon vieux linge. J'ai pas besoin du dernier iPhone pour me sentir hot. Mon ordinateur, il roule encore. Donc, il y a comme il y a moins de préoccupation de consommer que moi, j'ai eu. Moi, j'ai été élevé vraiment dans plus on en a, plus on est heureux, plus on est hot. Ouais. Et je pense qu'il y a comme une grande désintoxication à laquelle on est appelé. Là. Ah ben, merci. Merci, Alain. Bonjour Dominique. Salut. Bonjour, je m'appelle Ennis. Enchanté. Moi, Dominique, je suis content de venir ici à Souverain Anonyme parce que j'apprends des choses. Par exemple, c'est ici que j'ai appris ce que voulait dire mon prénom. Je suis bosniaque et fier de l'être. Je suis musulman et fier de l'être. Je suis papa d'une petite fille de 4 ans et fier de l'être. Et aujourd'hui, je suis fier d'apprendre que mon prénom Ennis veut dire bon compagnon. Celui qui apporte du bonheur et de la joie à ses compagnons. Pour mettre de la joie entre nous, je t'apprends que je suis végétarien. Criminel ne m'empêche pas d'être végétarien, mais je ne suis qu'un petit criminel, un enfant de la guerre. Les gros criminels, eux, non seulement ils mangent de la viande, mais boivent le sang des êtres humains. Chez nous, en Bosnie, on n'en finit plus de découvrir les faux septicumènes. Trop de sang a coulé. C'est pour ça que je ne touche plus à la viande. Toute ma famille est végétarienne. Et toi, ta famille, végétarienne, végétalienne ou végane? Alors, écoute, je me sens plus à l'aise de le dire. Là. Moi, c'est pas un vieux végétarien. Là. Je pense même que j'ai peut-être mangé du poulet tantôt, que je pensais que c'était du tofu. J'ai mangé du poulet. Mais j'ai décidé d'arrêter de manger de la viande. Je sais pas jusqu'à quand. Je veux pas me poser comme un pur et dur, puis peut-être que je vais de temps à autre tricher. Là. Je me connais. Là, mais t'as une fille. T'as envie que ta fille ait un monde viable dans lequel elle va vivre. Tu as une responsabilité. Moi, j'ai 3 enfants. C'est sûr que ça change la perspective. Tu te dis, c'est pas après moi le déluge. Moi, j'ai mis quelqu'un au monde qui a besoin aussi d'avoir un monde viable. Et là, notre façon de vivre, de manger, de se transporter, notre façon de consommer, fonctionne pas et met en péril le monde dans lequel nous autres on vit, mais ça va être encore plus critique si on continue comme ça pour ta fille. Moi, je suis préoccupé par ça. Je te dirais que c'est ma principale source de préoccupation ces temps-ci, c'est de dire, moi, j'ai mis des enfants au monde. J'ai une responsabilité. Donc, j'ai fait beaucoup de shows dans ma vie. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire des shows. J'ai fait beaucoup de tournées de ballons sur mon nez, comme dit Michel Rivard. J'ai de la difficulté à voir qu'est-ce que vaut mon bonheur personnel si mes enfants sont pour être dans un monde où ils vont être malheureux. Fait que c'est sûr que là-dessus, je me dis, ben OK, je vais essayer de faire des efforts. Quand je me déplace en vélo, je ne suis pas en train de brûler du pétrole. Manger de la viande, là, ça a un impact. La déforestation, ce que ça coûte, l'impact, semble-t-il, de manger de la viande là, est énorme. Et donc, ça, c'est des gestes qu'on sait qu'on peut poser. Il y a plus que ça. Il faut aussi que les lois changent et qu'on impose le respect à la grosse industrie. Mais c'est sûr que, je veux dire, moi, c'est sûr que tu me challenges. Puis je pense qu'il faut aussi qu'on se défie les uns les autres. Moi, de savoir que quelqu'un, à un moment donné, a décidé d'être végétarien pour des raisons humanitaires, des raisons humaines, des raisons dramatiques, tragiques,
Les vieux Grecs disaient, le tragique, c'est la capacité que les hommes et les femmes ont de se tenir debout au milieu du désordre. Je pense qu'on est entouré d'un monde très désordonné et qu'on a le devoir d'essayer de se tenir debout. Puis arrêter de manger de la viande, je pense que c'est une façon de se tenir debout. Se sortir du pétrole, c'est une façon de se tenir debout. Et je pense qu'il faut s'encourager les uns les autres. Tu sais, il y avait un poète ici qui disait que pour être un géant, il suffit des fois juste de se tenir debout. Et je pense qu'il y a des industries, il y a des puissances qui nous semblent colossales, mais si on apprend le peuple, l'humanité, à se tenir debout puis à refuser un certain nombre de choses, je pense qu'on est capable de changer l'ordre des choses. Et on est capable de rétablir la paix dans des zones qui semblent dévastées par le mal que l'être humain peut entraîner. T'en sais quelque chose plus que moi. Merci. Merci aussi. At the dawn of Mother Nature began a song of celebration. Scattered chords, we had been sent to Bonjour Dominique. Moi, Salut. c'est Michel Guilbeault. Salut Michel. Je suis souverain anonyme, je suis fier de l'être. L'avenir du monde, ça me concerne moi aussi, et ça concerne tout le monde. Je vais citer un poème qui n'est pas le prix Nobel, mais qui est réel. J'ouvre la télé, mauvaise nouvelle. La fin du monde, c'est pour bientôt. J'ouvre la radio, mauvaise nouvelle. Ils ont violé Kyoto. J'ouvre mon ordi, mauvaise nouvelle. On aurait dû y penser plus tôt. J'ouvre ma conscience, j'écoute la terre, elle souffre beaucoup trop. Maudits occidentaux. J'ouvre le robinet, je prends un verre à la santé des arbres, à la santé de l'eau. J'ouvre ma voiture, j'embarque dedans. Je roule dans un trou. Bienvenue à Montréal. J'ouvre une porte, bonne nouvelle. L'avenir du monde, c'est après Bordeaux. Bonjour Dominique. Moi, Dominique, un jour, Mohamed m'a dit qu'il avait rencontré René Angélil, puis qu'il lui avait demandé, tout le monde à la fin de la rencontre devait dire c'était quoi leur rêve. René Angélil, lui, a dit, moi, mon rêve, c'est d'être heureux. C'est bizarre parce que ma grand-mère, qui est décédée pendant que j'étais au pénitencier, m'a dit, peu importe, Michel, ce que tu fais dans la vie, assure-toi de toujours être heureux. Mais moi, aujourd'hui, même si je suis à Bordeaux, je suis heureux. Parce que j'ai changé ma vie. C'est la dernière fois que je viens à Bordeaux. J'ai une fille de 12 ans, un gars de 22 ans. Et moi aussi, ça m'intéresse l'avenir que nous, les humains, on va laisser à nos enfants. Fait que je suis vraiment content de faire partie de Souverain Anonyme parce que je pense que c'est ici que je trouve ma place, là, vraiment. Moi, je participe peut-être juste dans mon environnement de tous les jours. Je suis un genre de docteur de l'âme abîmée. Même ici en prison, je donne des conseils, je suis toujours souriant, puis je participe à encourager le monde, puis les guider, genre, ou bien les conseiller dans n'importe quelle chose. Fait que je suis très content de te rencontrer, puis j'espère peut-être te rencontrer, peut-être à l'extérieur, n'importe quoi, pour parler vraiment de l'avenir du monde. Puis je crois que pour changer le monde, il faut vraiment inverser les valeurs que le monde y a. C'est de la population sont basées justement sur le capitalisme. Il faudrait plus valoriser les actions et les efforts pour améliorer notre monde. Ce serait le meilleur moyen, puis de se concentrer sur des énergies propres. Et en hommage à un homme que je respecte, l'homme que je respecte le plus dans l'univers, Nikola Tesla. Je pense qu'on devrait se baser sur ses travaux. On pourrait changer le monde. Et je suis curieux de savoir, qu'est-ce que tu dis, René Angélil, son rêve, c'est d'être heureux, puis ta grand-mère, puis que toi, tu te considères comme un homme heureux, malgré les difficultés que tu peux rencontrer. C'est quoi ta recette du bonheur? Qu'est-ce qui te rend heureux? Moi, ma recette du bonheur, c'est que j'ai passé par des chemins où ce que du monde, peut-être, n'aura pas passé. Puis j'ai fait avec. Fait que moi, aujourd'hui, là, juste être en liberté, c'est déjà un plus pour moi. J'ai passé...
une partie de ma jeunesse est incarcérée dans plusieurs prisons. Je les ai quasiment toutes faites. C'est pas un honneur, là. J'ai passé par les pays. Puis aujourd'hui, juste dans mon environnement immédiat, à tous les jours, je pars, je vais aider quelqu'un. Puis juste des fois, je donne un vélo à un enfant qui n'en a pas, un Nintendo, un PlayStation, n'importe quoi. Je vois l'étincelle dans ses yeux, elle est heureuse, elle est contente. Je pense que c'est comme ça que moi, je vois que je participe à encourager genre, les gens à faire des bonnes actions. C'est peut-être pas encourager la consommation, parce que la consommation est vraiment exagérée. Il y a 45 sortes de drills, 45 sortes de véhicules, et au lieu de se baser, puis ils vont faire un bon, pas étendre ça à l'humanité, puis plus que tu produis de produits, plus que tu as des déchets. On est dans l'ère du jetable. La TV est cassée, on la répare pas, on la jette. Mais je reviens à ton bonheur. Donc, ta recette du bonheur, tu as trouvé une façon d'être heureux à aider les autres, à donner un coup de main aux autres. Oui, apprécier ce que j'ai, même si je peux pas prétendre d'être heureux à la manière de René Angélil avec tout son argent, mais j'apprécie ce que j'ai. Puis j'ai appris à me contenter vraiment du principal. Qu'est-ce que moi je veux? Moi, je veux juste être heureux. Donc, c'est pas dur d'être heureux, tu as juste besoin d'avoir ce que tu as besoin et pas plus. Si j'en voudrais plus, je pourrais en avoir plus. Je me contente de ce que j'ai. J'apprécie ma vie à tous les jours, à chaque moment. J'apprécie le moment que je suis ici. J'apprécie. Je veux pas penser apprécier le moment que je sois à ma retraite ou whatever, ou juste avant de mourir. Non, je veux apprécier ma vie à tous les jours, à chaque minute. C'est ça. Ça, c'est-tu un challenge? Quand tu es là pour faire du temps, là, j'imagine que essayer de focusser sur pas ce qui va arriver, mais d'être présent à l'instant présent, c'est une clé pour s'apaiser puis être plus heureux. Oui, parce qu'il faut apprécier le moment présent, parce que c'est pas dans le futur que je vis. Moi, je vis dans le moment présent. Je vis pas dans le passé. Le passé, par exemple, il m'aide à mieux vivre mon futur puis à mon présent. Sauf que j'ai fait tellement d'erreurs dans ma vie que j'ai appris beaucoup de choses. On apprend par ses erreurs. Ouais. J'en ai fait plein. Je peux comprendre n'importe qui, je peux me mettre à la place de n'importe qui. Donc, ça fait de moi une personne plus sensible. Je vois quand une personne souffre, quand elle a un problème ou whatever. Fait que je peux m'infiltrer. Je suis quasiment un genre de psychologue. Je peux psychanalyser quelqu'un. Parce que j'ai du vécu, j'ai passé par là. Whatever. Je comprends. Ouais. Merci. De rien. Bonne journée. Assalamu alaikum, Dominique. Alaikum salam. Ça va bien? Très bien, toi? Bon, moi, je m'appelle Yacine. Hein? Je suis marocain, je suis africain. Je sais pas si tu es déjà allé au Maroc. D'où tu viens au Maroc? Moi, je viens de Salé. De Salé, près de Rabat. Là. Une petite ville historique. Ça fait il y a des histoires sur Salé. Ouais. Et c'est à côté de Rabat. Ouais. Et j'y vais quand même assez souvent. Puis l'environnement, c'est beau là-bas. Tu étais à la plage, j'étais assis dans le sable. Tu vois l'eau venir à toi. Le vent qui vient à toi, c'est super beau. C'est magnifique. Le Maroc, c'est magnifique. Moi, j'étais au Maroc, j'avais 20 ans. Ah oui, hein? Ouais. Je faisais un numéro d'amuseur public sur les places. J'ai voyagé autour de la Méditerranée avec mon petit numéro. Je passais le chapeau. Ça me permettait de survivre. Et donc, je vivais dans la rue beaucoup pendant à peu près 2 ans. Et je m'en allais au désert. Et j'arrive à Marrakech, sur la place Jemaa el-Fna. Et donc, là, c'était une grande place. Et il y a tout un art de vivre dans la rue, hein, sur la place publique, les marchands et le reste, les charmeurs de serpents et le reste. Alors, j'arrive pour faire mon petit numéro, et là, les gens disent, c'est qui l'occidental, le Canadien? En plus, je me rasais, j'avais la moitié du crâne rasé, le grand maquillage. Et finalement, les Marocains, ils sont très, on dit pédaleurs ici, tu sais, les marchands, ils sont très... Mais quand tu as passé le côté vendeur du Marocain, tu rencontres des gens très gentils, très hospitaliers, très raffinés. Et finalement, ils m'ont laissé la place pour que je puisse faire mon petit numéro. Et là, il y avait un type que je voyais toujours. Je faisais mon numéro 2 fois par jour. Et à tous les jours, le type, il venait me voir. Je voyais qu'il était là. Et là, j'ai vu la ville se remplir de soldats. Hassan II faisait une rentrée.
Et là, je me faisais contrôler tout le temps par mon passeport. Et je suis devenu tout à coup très nerveux et je voyais partout ce gars. Et un jour, je me retrouve dans le souk, tout seul, dans le fond d'une ruelle. Et le type, le même type que je voyais, il me sort un couteau et il me met le couteau sous la gorge. Et lui, il voyait que je passais le chapeau après mon numéro. Et là, il me dit, tu me donnes tout l'argent que tu as. Alors, je pisse pas dans mes culottes, mais pas loin. J'ai vraiment peur. Et donc, je mets la main dans ma poche. Et au moment où j'arrive pour mettre la main dans ma poche, il y a quelqu'un qui passe. Et le type qui avait le couteau, il prend un peu peur. J'ai fait un retrait. Et là, je me suis mis à gueuler, à crier comme un fou, en lui disant « je te dois rien ». Et le type, il a eu peur et il est parti en courant. Et moi, j'ai eu peur et je suis parti en courant. Je me suis devenu ami avec un soldat marocain. Et j'ai foutu le camp à Fès. Et toute ma vie, je me suis dit, mais mon Dieu que tu as été lâche. Tu t'en allais dans le désert et tu t'es empêché d'aller dans le désert parce qu'un type t'a mis le couteau en dessous de la gorge. Et l'an dernier, je suis retourné à Marrakech avec l'idée, avec ma femme, d'aller marcher dans le désert. Et ça fait 35 ans. J'avais 20 ans quand j'étais là. Là, je retourne, j'ai 55 ans et je me retrouve à la place Jemaa el-Fna. Et là, je me remets à parler avec les gens et j'ai retrouvé, ça a été comme une espèce de rebirth pour moi. J'ai dit, mais merde, j'étais un prince de la rue à l'époque et j'ai oublié ça parce que je suis devenu un artiste établi, j'ai eu les enfants, donc je suis devenu plus bourgeois, si tu veux. Et là, tout à coup, j'étais tellement heureux de retrouver cette espèce de fièvre de mes 20 ans. Les mêmes marchands de tapis qui m'emmerdaient, mais après ça, je pouvais les challenger. Là, j'avais trouvé le truc. Je dis, moi, je veux bien l'acheter, ton tapis, mais ma femme, elle veut pas. Là, je mettais toute la responsabilité sur ma femme. On faisait de l'humour et là, je me faisais servir le thé. J'ai vraiment passé un bon temps et je suis allé marcher dans le désert. Je me suis rendu à la frontière. J'ai marché pendant des jours avec un guide, 2 dromadaires et 2 berbères. Et j'ai finalement réalisé mon rêve de 20 ans d'aller retrouver sous les étoiles, sur les dunes du Sahara, avec des gens qui m'ont montré qu'au milieu du désert, avec 3 fois rien, il peut y avoir un immense bonheur et un immense art de vivre. Ouais. Moi, j'étais là, je me souviens, avec ma brosse à dents électrique et je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais avec ma brosse à dents électrique au milieu du désert? Alors, c'est mon petit conte marocain. C'est quelque chose. Mais comme vous avez dit, l'Afrique, c'est super beau, c'est quelque chose de grandiose. Ouais. Mais la question qui tue pour moi, dans ce contexte d'urgence écologique, est-ce que l'Afrique peut contribuer à protéger l'avenir du monde? À première vue, moi, je crois que non, avec tout ce qui se passe présentement en Afrique, c'est comme si ça prend l'argent, ça prend l'argent du peuple, puis ça le donne aux Occidentaux. Puis aussi, comme au Congo. Au Congo, il y a une guerre civile qui a fait plus de 6 millions de morts en 12 ans. C'est vraiment quelque chose de grave. Puis pourtant, l'Afrique, c'est le grenier du monde. Ouais. Écoute, moi, je connais pas super bien toute la situation politique de l'Afrique, mais le jugement que je peux porter là-dessus, c'est que je pense qu'il y a... Tantôt, il y a quelqu'un qui disait, j'imagine que tu es d'origine autochtone, tu sais, qu'il y a une sagesse chez les Autochtones dont les Occidentaux se sont privés, se croyant les maîtres du monde, de pouvoir disposer des ressources qui sont mises à leur disposition, de décimer, de voler les peuples pour pouvoir s'enrichir. L'Europe a fait beaucoup ça, l'Occident, les Américains aussi. Et c'est sûr que l'Afrique a été victime beaucoup de cette grande entreprise coloniale. Tu sais, aujourd'hui, on dénonce le pétrole. La première source d'énergie que les Américains ont utilisée pour pouvoir bâtir leur prospérité, ils l'ont trouvée dans le sang et la sueur des Africains, dont ils ont fait leurs esclaves. Et un jour, c'est devenu immoral de dire on ne peut pas bâtir une richesse, une prospérité sur la sueur et le sang d'autres êtres humains qu'on a considérés comme des inférieurs. C'est un exemple criant. Et aujourd'hui, il y a eu une émancipation. On parlait de Martin Luther King tantôt, c'est pas gagné. Même s'il y a eu un président noir, il y a encore un grand pas à faire pour que la culture noire américaine puisse se considérer vraiment à l'égal de celle des Blancs et puisse vivre aussi émancipée. Je pense qu'il y a une sagesse, il y a un art de vivre, il y a une qualité de vie, il y a une façon aussi de vivre sobrement, de vivre en phase, en harmonie avec la nature, qui se vit en Afrique et qu'on a perdu. On parlait tantôt de l'art de vivre dans le désert.
Si on dit qu'on doit faire un virage vers la simplicité volontaire, vers la décroissance, bien, on a des leçons à tirer de ceux qui sont capables de vivre avec 3 fois rien au milieu du désert et de développer un art de vivre extrêmement raffiné, un grand art de l'hospitalité. Les gens du désert sont des gens qui ont besoin de se rencontrer, de s'entraider, parce que sinon, tu ne survis pas dans le désert. Il y a ce très beau conte namibien que j'aimerais bien raconter si on a le temps. Allez-y. On a tout le temps qu'il faut. Chez les Imsa, dans le sud de la Namibie, en Afrique australe, quand une femme rêve d'avoir un enfant, elle s'en va sous un arbre et elle invente une chanson en pensant à l'enfant qu'elle veut avoir. Et quand sa chanson est inventée, elle va voir l'homme avec qui elle veut faire cet enfant. Elle lui apprend la chanson et tous les deux, en chantant, ils font l'amour. Et quand l'enfant se retrouve dans le ventre de cette femme, tout le long de sa grossesse, elle va lui chanter sa chanson. Et les autres vont apprendre la chanson, et quand elle va donner naissance à l'enfant, la famille autour va chanter la chanson de l'enfant. Quand l'enfant va devenir un peu plus grand, quand il va faire des bons coups, il est bon à l'école, il a fait un bon service, les gens de la communauté vont lui chanter sa chanson. Quand il va devenir adulte et qu'il va commettre quelque chose de mal, mettons jusqu'à un crime, le tribunal, c'est les gens du village qui vont se rassembler et lui chanter sa chanson pour que l'enfant puisse faire son examen de conscience. Et quand les gens se marient chez ce peuple-là, chacun chante sa chanson, c'est-à-dire que les deux familles vont chanter la chanson des amants, et quand c'est l'heure de la mort vient pour cet enfant, on va lui chanter une dernière fois sa chanson. Il y a un sens du rituel qui me semble être empreint d'amour, de simplicité, d'harmonie, dont on s'est coupé, je crois, avec le temps, dans la fabrication des choses, dans l'industrialisation du monde. Et je suis persuadé qu'il y a un fond de sagesse extrêmement puissant à tirer de l'Afrique, à commencer par un bon usage des ressources dont on dispose. Alors, je rêve d'aller me promener en Namibie. Là, je suis rendu au sud du Maroc. J'ai fait quelques pas dans le désert, mais j'espère aller à la rencontre des peuples africains. En même temps, je me dis, il faut que je limite. Moi, j'ai été très jet-setter. J'ai brûlé beaucoup de pétrole avec les avions et j'essaie de limiter le nombre des voyages qui me reste à faire. Si l'Afrique tombe, tout tombe. Oui. OK? Parce que pour moi, tout est commencé de là. Oui. Puis on aimerait que tout finisse par là, tu sais. Puis que tout le monde entier soit comme l'Afrique. Mais est-ce que ça va arriver un jour? Là, je sais qu'on est convoqué à... Il y a une urgence qui va nous rattraper, c'est celle des leçons que la nature va donner à l'être humain d'avoir trop ambitionné sur sa tentative de maîtriser la nature. Donc, les ouragans, les inondations, le réchauffement climatique, les canicules, les sécheresses vont venir nous donner une leçon et nous obliger à réagir. Mes grands-parents font partie de la génération où un jour, Hitler et les fascistes ont décidé de prendre le contrôle du monde et il a fallu faire un effort considérable pour vaincre le mal du fascisme. On vivait à une époque où on a créé des usines pour détruire des êtres humains. Et parce que les gens ont fait l'effort de guerre, le rationnement, les femmes sont allées travailler, il y a eu du rationnement, il y a eu un effort considérable, on a pu vaincre le mal catastrophique du fascisme. Alors, je crois que la guerre présentement que l'être humain mène contre l'être humain et contre la nature, on ne peut pas l'ignorer, personne, et qu'on a un effort de guerre similaire, notre génération, comme la génération de nos grands-parents a pu le faire. Mais si l'argent peut faire leur bonheur, puis en faire plus, puis en faire plus, puis en faire plus, puis en faire plus, tu penses qu'ils vont penser à ça? Bien, ce qu'on dit, là, c'est que il y a des gens, des théoriciens de l'effondrement qui disent que peut-être que la civilisation, le système peut s'effondrer d'ici 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Et ce qu'on dit, c'est que ceux qui vivent en marge présentement et qui sont des pauvres, mais qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'ont pas de téléphone, qui n'utilisent pas de pétrole ou de nucléaire, ils vont a priori mieux s'en sortir que ceux qui sont, comme nous à Montréal, s'il n'y a plus d'électricité, s'il n'y a plus de cellulaire, s'il n'y a plus de système informatique, s'il n'y a plus de pétrole, qu'est-ce qu'on fait, là? C'est fini. Comment on va même manger, là? Donc, ça va être la foire. Ceux qui sont les plus riches, qui sont les mieux armés, qui sont les privilégiés,
ils vont être en mesure d'aller éventuellement prendre le contrôle d'un certain nombre. Et les gens de la classe moyenne, ils sont cuits. Ceux qui sont en marge et qui ont réussi à survivre sans le pétrole, sans la technologie, ils devraient aussi être capables de mieux s'en tirer. Le danger qui nous guette, c'est que les riches, avec les moyens qui leur restent, vont aller s'approprier aussi cet art de vivre-là et eux pouvoir continuer à vivre. Le problème avec les riches, c'est qu'ils ne savent rien faire sinon de l'argent, qu'ils ont besoin du travail des autres pour pouvoir survivre et que donc, à terme, ils sont aussi condamnés à s'effondrer. Alors, moi, j'ose espérer que l'être humain, même si l'être humain, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, puis qu'on voit bien là où l'humanité est en train de nous mener, l'humanité est aussi capable d'une grande beauté. Et j'ai envie de croire que on peut devenir de meilleurs êtres humains. On peut faire en sorte que on ne mette pas des enfants au monde pour rien. Qu'on mette des enfants au monde et qu'on a assez de cœur pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse les faire vivre dans un monde viable. J'ai envie de croire à ça. Ma dernière... Juste pour finir, une dernière question. Ouais. Est-ce qu'on va y arriver un jour? Moi, je ne sais pas si on va y arriver. Je ne veux pas être cynique. Je crois qu'il faut prendre la menace très au sérieux. Je crois qu'il y a des risques d'effondrement. Est-ce que c'est de l'humanité qui va disparaître? Est-ce que c'est une partie de l'humanité? Assurément, là, on dit qu'en Europe, présentement, par exemple, depuis 10 ou 15 ans, il y a la moitié des oiseaux qui étaient là, qui ne sont plus là. On sait qu'il y a une perte de la vie. L'industrialisation, la pollution, on sait que le désert gagne, que les océans s'acidifient. Mon fils est allé passer quelques semaines en Chine, il n'a jamais vu le ciel bleu. Donc, les Chinois, par endroits, sont en train même de se voler la possibilité de voir le ciel, tellement ça pollue. Mais la Chine est quand même en train d'opérer un virage de transition énergétique qui fait qu'il y a lieu d'espérer. Mais ça va prendre une grande dose d'humanité. Ça va en prendre des Martin Luther King et des Gandhi pour nous montrer le chemin du rêve, le chemin de la liberté, le chemin de la libération pour y arriver. J'ai envie de croire qu'on peut se rassembler autour de gens sages et avisés qui vont nous permettre d'imposer le respect à ceux qui en manquent par les temps qui courent, mais peut-être que j'ai tort et peut-être qu'on devrait jongler, apprendre à jongler et prendre du bon temps pendant que ça se peut parce que le déluge nous attend. Shukran, M. Dominique. Shukran. C'est Patrick, un des doyens de Souverain Anonyme. Enchanté. Vous êtes bienvenu parmi nous. Merci. J'étais nerveux de venir ici et je me sens finalement tout à coup très, très bien en votre compagnie. Merci de m'accueillir. Vous nous faites du bien. Okay. On parle beaucoup d'environnement. Moi, mon environnement à moi, c'est mes parents, ma famille, mes enfants, et particulièrement ma fille de 11 ans. Depuis le jour qu'elle est née, j'ai arrêté de faire les conneries qui m'amenaient, qui m'envoyaient en prison. Voilà pourquoi Mohamed ne m'a pas vu plus d'une décennie. Ouais. En parlant d'environnement, j'ai toujours su dire à mes enfants de ne pas polluer l'eau, de ne pas polluer l'air, de ne pas la gaspiller non plus l'eau, et de respecter la terre. Je sais aussi, en parlant d'environnement, qu'il y a 10 tonnes de plastique qui sont produites à chaque seconde sur la terre. Et puis, il y a à peu près 1 tonne aussi qui sont jetées dans les océans à toutes les 2 secondes. Aïe, aïe,
le pire dans tout ça, ce n'est pas le plastique que nous ne voyons pas. Ce sont les 400 bouteilles, 4000 bouteilles de Coca-Cola vendues à chaque seconde sur la Terre. Et je sais aussi que on a exploré des tonnes de produits toxiques dans le fleuve Saint-Laurent. Et encore, il y a des explorateurs qui exploitent le sous-sol du fleuve Saint-Laurent à la recherche du gaz schiste. Comment expliquer à nos enfants cette absurdité? Moi, je pense que nos enfants ou nos petits-enfants vont nous reprocher notre inaction si on n'agit pas maintenant. Sûrement que la civilisation, depuis un siècle, a permis des avancées. On dit qu'il y a moins de problèmes de famine qu'il y en avait. On dit que l'espérance de vie est plus grande maintenant, qu'il y a moins de violence ou de victimes des guerres, par exemple. Donc, il y a généralement une certaine amélioration. Je ne veux pas noircir le portrait, mais on ne peut pas nier qu'on assiste par ailleurs à une dégradation et à une destruction de notre seul milieu de vie, c'est la Terre. Quand on a des enfants, moi j'étais très cynique naturellement parce que pour toutes sortes de raisons, le cynisme, ça me permettait de m'en sortir et de garder mon sens de l'humour. Mais quand j'ai eu des enfants, j'ai été obligé de mettre mon cynisme de côté parce que tout à coup, tu as une responsabilité. Dans quel monde est-ce que je vais les amener à vivre? Aujourd'hui, on apprend que Nestlé, Coca-Cola, McDonald's, Tim Hortons et je ne sais pas quelle compagnie sont les plus grands pollueurs, notamment dans l'usage du plastique. Il y a une étude qui est sortie la semaine dernière. Alors, c'est sûr que nous, on pourrait se dire, bien là, on va arrêter de consommer du Tim Hortons, du McDonald's, du Nestlé, du Pepsi, du Coke, pour leur mettre un frein. C'est des gestes individuellement qu'on peut poser. Et on est dans le culte de l'individualisme, mais on ne peut pas strictement s'en remettre au comportement individuel. Moi, je pense que ça prend des lois qui disent « vous n'avez plus le droit d'utiliser autant de plastique, d'emballer, de nous vendre votre camelote. » Parce que le monde de la publicité, le monde qui nous conditionne et qui conditionne notre jeunesse à nous dire « c'est tellement merveilleux, la vie est tellement belle quand on boit une bouteille de Coke. » On se fait dire ça, c'est tellement plus beau, tellement plus agréable, la vie semble tellement plus heureuse quand on mange un hamburger de chez McDonald's. Et là, nous, on est en train de se faire laver le cerveau, se faire conditionner à aller acheter. Et ces phénomènes de comportement-là sont beaucoup plus grands que la gang de Greenpeace qui vont aller faire une manif un samedi après-midi en disant « il faut boycotter McDonald's ou Coca-Cola ». Si on ne veut pas que nos enfants ou que nos petits-enfants nous reprochent de ne pas avoir agi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut agir. Il faut se dire les choses, mais il faut aussi passer de la parole aux actes. Là, je pense qu'on en a beaucoup parlé. Je pense qu'on est très au courant. Les scientifiques viennent de sortir cette semaine 6000 études qui prouvent l'impact humain sur le dérèglement du climat. 6000 études. Il y en a des paroles là-dedans, il y en a des mots, il y en a de la raison scientifique, il y en a des phénomènes, des faits objectifs qui sont mis sur la table. Ceux qui sont au pouvoir présentement, ils essaient de contourner cette raison-là, qui est criante. Alors, moi, j'ai envie de croire que le peuple, des gens comme toi et moi, qui n'avons pas d'intérêt à défendre dans le pétrole ou chez Pepsi ou dans McDonald's, on doit se rallier et se lever pour imposer le respect et dire « ça suffit ». Parce qu'on est convoqué aujourd'hui, les scientifiques, qui ne sont pas des révolutionnaires, qui ne sont pas particuliers. Les scientifiques, généralement, ce n'est pas les gens qui sont debout avec le poing levé sur la barricade. Et là, ils nous disent on est convoqué à un changement radical. Alors, ce changement radical-là, il faut l'imposer. Ça va prendre du courage, ça va prendre l'esprit d'entraide, mais ça va prendre surtout, je dirais, la foi, le respect, l'amour des prochaines générations. Moi, je pense que si on se branche là-dessus, c'est difficile de regarder un enfant dans les yeux par les temps qui courent et de se dire fais-moi confiance. J'agis en être humain pour faire en sorte que ça soit bien pour toi, que la suite du monde puisse t'appartenir et te donner une espérance. C'est difficile par les temps de faire ça et je pense qu'il faut retrouver cette capacité à espérer et à regarder les enfants dans les yeux. Il a dit la vérité. Merci d'avoir... Merci Patrick. Merci.
Salut. Salut, bonjour Dominique. Mon nom c'est Sean Pierre Hakim. Sean Pierre Hakim, enchanté. I wanted to challenge you a little bit with some of our questions. Yeah. So I said I want to ask a question in English. We're talking about a better future, a brighter future, but it consists more of, I think to me, the values, the rights, the environment, our health. It contains us, the individuals, as humans. How do you see, I guess, Canada, the rest of the world, and Montreal in 10 years from now with the way the system deals with immigrants, deals with the youth, and, of course, the black man today? I've been traveling around a lot over the last decades or the recent years, and honestly, it's not like to feel that Montreal is the best, but honestly, I feel like Montreal is really a success story to a certain extent in terms of getting the people to get together. Cirque du Soleil, I've been working at Cirque for 5 or 6 years of my life, and I felt a big, some sort of a pride to know that Cirque du Soleil is a place in Montreal where we can welcome people from all over the world, talking different languages with different religious background, and gathering around the goal of creating beauty. We're not competing. We are creating beauty. We are trying to give the people, the audience, the best of what human beings or human skills can give. And of course, it means challenge. It means there are cultural shocks. I mean, it's not an easy way. I'll give you a good example. I hired 3 Georgian dancers, fabulous dancers who are dancing with swords. And to support their act, because it's very cardio, and normally they would do an act with dancers like that with, let's say, 12 dancers, but I could only hire 3. So I needed the Russian acrobats that were working on another act to support the Georgian dance act. So we created together an act where Georgian taught the Russian how to dance on some sort of a new age Georgian music inspired. We launched the show, and after a few years, Russia got into war against Georgia. And I would come back to my show, and I would meet those guys, Russian and Georgian, feeling so proud that they could dance together every day, 2 times per day, showing to the rest of the world that these Georgian and Russian can go along together. You follow what I mean? Yes, sir. And I think that when we are able to tell the right stories about success of people meeting with the others, it breaks barriers. It breaks barriers. It opened the horizon. Like I was so amazed when my kids used to go to kindergarten or à la garderie, and they would never notice that these guys were black. This one was Asian. They didn't know that. Of course, after a year, they're taught, but at first, the first spontaneous behavior was just to go along together. And of course, there are fear, because we are afraid of the unknown, and we need to tame the unknown. But I want to see ourselves also as citizens of the world. We come from places that we have to be proud of. I love my family. I love the country that my grandfather and grandmother gave to me. I'm proud of those roots, but it doesn't mean that I'm stuck to those roots and to that horizon. And I feel it's a great opportunity for us to shake the things, to mix together, to create new different combination. If there were no disorder on this planet, there would be only one sort of flowers, one sort of mushroom, one sort of tree. But because of chaos, because of new combination, there is new beauties, new specific individual and beauty on this world. So, like, to me, the work, I've been working with many different cultural background, and I know that it works.
I was so sad when we were debating about La Charte des Valeurs a few years. I was editing a movie with a Jewish editor in the morning, and I was working with a Muslim actor from Morocco in the afternoon, and we worked very well together. It went well. It was great to get together, and we were going into trying to tell ourselves that xenophobia was about to ruin our way of living together. This was not the reality I was experiencing. So, of course, I was shocked last summer when some black people came in front of a theater saying, hey, this show, Slave, should not exist. They were booing the guys who were going to the show because you're using our slavery to make some money, and to me it was not the plain truth. And I'm not saying there were no rights for the people to manifest or to express their either sadness or anger about this history, but I think that in the meantime there were artists that I really know and love that are not racist people, and we were kind of feeding a big misunderstanding that took so much place in the media and that was not necessarily telling the right story. So, I mean, there are boundaries to be opened, there are bridges to be built. And I think we need to tame the unknown, and we need to get to know. Someone was talking about the First Nation wisdom. Here, when the people from Europe, they came, they met people who had a great sense of dealing with the territory. And this territory, after 3 centuries, has been not ruined, but polluted a lot. Very much so. And we took those people and said, okay, you go into your park. We're going to put you in those schools. You're going to lose your language. You're going to lose your way of life, because we are the way of life. And I think it's a huge historical mistake that needs reparation, So, I mean, I've been traveling a lot since I'm very young. I've been on my own on the road. A poor guy. I've been shitting elephant shit and shoveling elephant shit in circus. And I mean, I come from the street as well. I come from a little town in Quebec, a very industrial town, and all my life I became so rich of meeting with people that I didn't know about at first, and so I mean, I don't want to say that I'm a hero, but I certainly trust the fact that meeting with the unknown is giving way more than you feel you would lose by being afraid of the unknown. You said before. Excuse my English. My English is a little poor, but the world ain't changing today. The world ain't changing today, no. The world ain't changing. The world ain't changing. Corruption, poverty, and so much drugs. There's nothing like a prostitute rolling on dubs. Killers, drug dealers, popping bottles in clubs. War going on between Crips and Bloods. Won't choose a side, I love money, I'm a thug. Hate what I see, but always show my peeps love. Life ain't easy, cried rivers cause a flood. And hungry bellies need some grub and a hug. Got one fist up, so I'm bound to get shoved. Walk with a limp from all the times I've been shoved. Angel with the low fate, fresh from above. Hope to save a couple lives before we lose them to a slug. The world ain't changing today. The world ain't changing today. The world ain't changing. The world ain't changing. Seen what I seen and my eyes don't lie. Only keep my head up cause my mama in the sky. Too many struggle, so many die. Tell me who wanna speak when no one reply. A waste of a voice, a waste of a try. Sleeves soaked in tears but not a soul, that's why. Nowadays just another brother on the rise. Trying to live life without walking in disguise. The world ain't changing today. The world ain't changing. The world ain't changing. Ser super cool y de moda. Vota republicano.
Dominique, t'es un homme sérieux, tu parles de choses sérieuses, l'avenir du monde, c'est sérieux. J'espère que ceux qui t'écoutent continueront à te prendre au sérieux, comme nous. Continue à mettre en scène cet avenir du monde, peut-être qu'un jour tu me dirigeras moi-même sur scène, qui sait. Je vais penser à toi le jour de ma sortie avant de prendre le bus 69 et le métro. Ce jour-là, je vais écrire sur le mur de ma cellule « J'arrive à ce qui commence ». Longue vie à toi. Au nom de tous mes amis souverains, je te déclare souverain. Anonyme! Souverain! Anonyme! Souverain! Pasaporte de Canadá, a morderte rica manzana, sin ser gusano, que suave, fin de semana, I love NY de Turín. Con esta cumbia, yo me voy pa' Brooklyn.